On ne se réveille pas tous les matins en se disant « Waouh, je suis génial » ou « Je suis magnifique », et heureusement. Mais ça, est-ce qu'on est encore capable de l'accepter ? On est rien sans le regard de l'autre. Mon livre est un appel aujourd'hui férocement à redéfinir ce que ça signifie lourdement que vivre. Je m'appelle Elsa Godard, je suis auteure de presque 20 livres et je vous parle de mon petit dernier, Les Vivides, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier, qui vient de paraître chez Armand Collin. Je me suis posé une question très simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a autant besoin de se montrer et qu'est-ce qui fait qu'on a autant besoin d'être vu? Et plus largement, pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix à exister, que ce soit sur la scène médiatique ou encore sur la scène virtuelle? Qu'est-ce qui pousse au fond notre besoin, ou devrais-je dire notre lutte pour la reconnaissance? Une lutte que très vite j'appelle d'ailleurs une course à la reconnaissance. Cette course pour la reconnaissance est le moteur de notre société cybermoderne. On est tous concernés car à un moment donné, on va chercher, nous aussi, à manger une part du gâteau. Sauf qu'on oublie que ce gâteau, c'est de la poudre aux yeux, c'est du rien, en d'autres termes, c'est du vide. C'est pourquoi d'ailleurs le sous-titre de mon livre, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier, parce qu'on ne peut pas combler ce besoin, ne serait-ce que parce qu'il est illusoire. Il me semble qu'il y a une problématique féroce due à ce qu'on pourrait appeler une société de l'image, qui s'est accentuée évidemment avec les usages du numérique. Il ne s'agit pas simplement de se montrer comme on le ferait, comme toutes les sociétés ont pu l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Il y a eu les héros dans l'Antiquité romaine, il y a toujours eu les hommes de cour au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a toujours eu l'importance d'une notoriété, d'une popularité, d'une reconnaissance, ça a toujours existé, il n'y a rien de nouveau là-dedans, sauf qu'aujourd'hui, la technologie modifie un peu la donne. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grands faits d'armes, d'avoir réussi des choses extraordinaires aujourd'hui pour être admiré ou du moins pour être populaire. La popularité n'est que la conséquence d'une monstration. On se montre, on est extrêmement visible et cela peut suffire pour accéder à une popularité. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que cette popularité repose sur du vide. Et il y a une confusion entre réaliser de grandes choses et être reconnu pour tel, et ne rien faire. Alors je pense évidemment, on peut penser à la télé-réalité, on peut penser aux influenceurs, on peut effectivement brasser de l'air et du jour au lendemain être populaire. Ce pouvoir crée des illusions et surtout donne une définition de notre monde qui me semble non seulement inquiétant, mais qui à terme me paraît être dangereux. Quand vous avez un enfant, on va dire un adolescent ou un préadolescent, comment vous voulez lui faire comprendre qu'il a intérêt à faire ses devoirs, qu'il a intérêt à apprendre, qu'il a intérêt à construire une réflexion quand la société contemporaine lui envoie le message qu'on peut devenir quelqu'un de manière... Qu'est-ce que ça signifie être quelqu'un aujourd'hui, Qu'on peut devenir quelqu'un simplement en ne rien faisant. L'enjeu étant simplement d'être célèbre. Et moi, ça me pose problème. Parce qu'au final, à force de brasser du vide et de donner le sentiment que c'est important, on ne saura plus faire la différence. Et je crois, et c'est un appel très fort de ce livre, mon livre est un appel aujourd'hui férocement à redéfinir ce que ça signifie lourdement que vivre. Il y a des usages infinis sur les réseaux sociaux et les intentions ne sont pas les mêmes. Ce que l'on va promouvoir, c'est soi, comme une marque. On le voit bien par exemple avec Instagram ou même TikTok. Ce qu'on va promouvoir, c'est soi. Et on va devenir, self-branding, autopromotion de soi, on va vraiment devenir la marque et il est très facile de se promouvoir. Et là, hop, directement on bascule dans quelque chose d'autre qui fait qu'il y a une survalorisation, on va voir se vendre. Il y a un engouement et il y a un public pour ça et c'est pas compliqué. Pourquoi ne pas le faire ? Alors, s'il devait y avoir un point commun à cet acte qui consiste à poster précisément, c'est de montrer que notre vie n'est pas vide. Ou devrais-je dire nos existences. On fait plein de choses. L'important, c'est que ça fasse événement. L'idée, c'est de générer un mouvement, une sorte de buzz, aussi infime soit-il, même s'il n'y a qu'une centaine de likes. C'est vraiment ça l'idée. C'est l'idée de montrer que nos vies sont tous sauf vides. Avec nos enfants, avec notre travail, avec même de l'insignifiance devient du quelque chose. On peut imaginer être dans un ego trip total, parce qu'il y a une satisfaction à se voir ainsi, surtout quand on a, comme tout un chacun, nos complexes. On a tous nos petits défauts, on ne se réveille pas tous les matins en se disant « Waouh, je suis génial » ou « Je suis magnifique », et heureusement. Mais ça, est-ce qu'on est encore capable de l'accepter? Quand je cherche à être likée,
Ce que je cherche, c'est aussi à être aimée. Et vous voyez, on est sur une situation pleine de quiproquos. Car finalement, je vais chercher à être aimée pour ce que je ne suis pas. Ou ce que je suis peu. Ou en fait une infime partie de moi, qui est souvent une réécriture, une recomposition de soi. C'est-à-dire ce que je montre. J'ai essayé de voir finalement la différence entre vivre et exister, qui est une différence un peu théorique, mais qui raconte bien les choses. Il y a la vie dure, matérielle, pour vous donner un exemple, les mains dans la glaise, changer les couches de ses bébés, se lever et taper dans le boulot, la matérialité lourde de la vie jusqu'à sa part tragique, inévitable. Bon. Et puis face à ça, il y a l'image. Une image qui donne le sentiment illusoire, mais le sentiment quand même, que tout est facile, qu'on peut être extrêmement lisse, vous voyez, des visages avec des filtres parfaits, etc. Et qu'une existence réussie serait celle-ci. Et effectivement, les moyens technologiques nous donnent la possibilité, sans trop d'efforts, d'arriver à ces existences où on ne fait que se présenter, se représenter. Eh bien, je me suis aperçue que le moment où on arrêtait ce jeu, le moment où on cessait finalement la pause médiatique ou la représentation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou même dans notre travail, qu'on cessait la posture, qui est toujours une imposture, je me suis rendu compte qu'il ne restait rien. Je me suis amusée sur Twitter à poster 2 choses. J'ai posté un reportage sur les influenceurs, mais on les écoute. On les écoute parler. Mais l'argent, ça contribue au bonheur, mais ça ne le fait pas. Parfois, je me demande si mon petit appartement à Nice de 37 mètres carrés, avec 4 copines à l'intérieur, si on ne passait pas des meilleures soirées parfois. Non, c'est comme si j'avais tout, mais que j'ai rien en fait. Donc ça fait 2 251 460 €. Et en même temps, je me suis amusée à mettre en face une diatribe, une colère de la députée Rachel Keke qui parle devant l'Assemblée en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous, député, qui savait ce que c'est qu'un travail pénible? Est-ce que vous l'avez déjà fait ?» Moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter 1000 fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne. Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Et vous opposez les 2 discours. Sans même rentrer dans un clivage politique, vous opposez les 2 discours. Et vous avez là de manière emblématique ce qu'est la vie vide et ce qu'est la vie pleine. Moi, c'est contre ces discours factices, illusoires, qui nous feraient oublier la valeur de la vie elle-même, que je m'insurge contre une culture du vide qui nous donnerait le sentiment que c'est ça qui est important, en oubliant le reste, l'essentiel en somme. Mon combat est un combat qui est aussi politique, parce que d'une certaine manière, l'illusion, ce qui nous fait croire que la vie est facile, qu'on peut avoir une existence facile et que c'est pas compliqué, que c'est à la portée de tous. C'est vraiment le symptôme d'inégalité sociale, parce que ça concerne qu'une certaine partie de la population, et ça fait rêver les autres. Ceux qui sont précisément dans les vies dures. Si on oppose les vies vides aux vies pleines, c'est quoi les vies pleines? Sans surprise, ce sont les anonymes, ce sont les ouvriers, ce sont les parents célibataires, les familles qui sont obligées de taper dans la vie elle-même pour pouvoir s'en sortir. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, quand vous faites 3 heures de RER, ne serait-ce que pour avoir un travail avec une pénibilité dont peu de gens peuvent parler, est-ce que vous croyez que ce sont ceux-là qui font le buzz sur Internet? Est-ce que vous croyez que c'est ceux-là qu'on a envie d'entendre, d'écouter? On est en train de construire quelque chose qui représente un peu un monde plein de glamour. Mais ces anonymes qui sont dans des vies pleines, dans des vies dures, qui ne se posent pas les questions d'exister sur d'autres scènes, ceux-là, on ne les entend pas. La conséquence de cela, c'est que tous les gens qui justement galèrent, beaucoup rêvent d'une autre vie. Mais ce n'est pas ça le modèle qu'on devrait donner. C'est un autre modèle et on devrait au contraire, dans les médias et ailleurs, valoriser ce qui n'est pas clinquant, ce qui n'est pas factice, ce qui n'est pas illusoire. Il est évident que, allez, va prendre 3 jobs, vis dans 12 mètres carrés, au 6e sans ascenseur, pour avoir des études dont tu n'es pas certain que ça va te donner de quoi bouffer plus tard. Ce genre de discours, on parle des étudiants, il ne fait pas rêver. Voilà, ça fait un sujet d'1 minute 30 et puis on passe à autre chose. Alors que je pense qu'on devrait le valoriser.
Parce que c'est peut-être parce que cet étudiant sera passé à ça, à travers ça, parce qu'il sera arrivé à dépasser ça, qu'il aura trouvé quelque chose de profond et un sens propre à son existence qu'il n'aurait pas trouvé autrement. Alors, je ne suis pas en train de faire de l'apologie du dolorisme ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. C'est juste d'arriver à trouver un équilibre et une balance, qui est des contre-discours, qu'on ne se contente pas de ce genre de miroir aux alouettes. Alors, un exemple de politique vide, hein, c'est la politique chaude. C'est Emmanuel Macron qui parle plus de ses poils de torse en pleine campagne électorale. C'est le vide médiatique, hein, c'est Hanouna qui fait une émulation et qui entraîne toute une jeunesse derrière lui sur de la polémique, sur du rien. C'est l'oubli du politique, du bien commun, de l'engagement pour pouvoir justement être quelqu'un. C'est exister soi au détriment du nous, de la communauté, de l'enjeu du bien commun, de l'enjeu public. À force d'illusions, à force de nous faire croire que la vie, ou de agir, oui, la vie elle-même, se joue sur une autre scène, qu'elle est ailleurs, sur celle de l'existence, de l'apparaître, de la vraisemblance, de l'opinion publique, de la séduction, à force de nous faire croire ça, comment est-ce que nos jeunes, nos enfants, pourraient imaginer que la vie est ailleurs? Et pourquoi? Le cri de ce livre, c'est un cri qui rappelle que sans prendre le risque de vivre réellement, c'est-à-dire de se confronter à ce qui pourrait être la part tragique de l'existence, eh bien, on va finir plus que par exister et à être à moitié mort. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que le vide s'est emparé de nous et d'ailleurs est de plus en plus contagieux et se diffuse? C'est certainement la conséquence d'une montée en puissance de plus en plus exacerbée, hyperbolique, de l'hyper-individualisme. On pourrait dire qu'un individu auto-centré, qui n'a en charge que sa propre existence, et qui n'a, je caricature à dessein, hein, et qui n'a pour vocation que de réussir sa vie à tout prix, exister sur la scène sociale, et bien finalement est à la fois dans le sentiment d'une toute-puissance de lui-même, je peux tout, tout est possible, mais en même temps n'est concerné que par lui. Donc effectivement, quand il se lève le matin, son enjeu est d'exister et de réussir. Quand on exacerbe ce genre de positionnement, eh bien, on se rend compte que l'hyper-individualisme a aussi comme conséquence l'isolement. Ça empêche précisément de faire communauté. Et puis d'admettre qu'en étant de plus en plus auto-centré, être dans cette boursouflure égotique, finalement, à tourner autour de son nombril, on ne finit plus que par s'auto-bouffer le nombril. Faut-il avoir le courage de briser ce rapport égotique pour pouvoir sortir de soi et prendre le risque de l'autre. Mais prendre le risque de l'autre, c'est déjà prendre le risque tout court de la vie elle-même. Il n'y a rien de plus incertain que la relation à l'autre. Ce qui est assez troublant, c'est que les émotions qu'on va vivre dans le champ de la virtualité sont les mêmes qu'on vit dans le champ hors virtuel. Mais il y a une grande différence. À tout moment, je peux éteindre. C'est-à-dire que je maîtrise totalement la relation à l'autre. Si l'autre m'indispose, si l'autre m'incommode, si l'autre me dérange, je peux le ghoster, je peux éteindre. À tout moment, je contrôle la relation. Quand vous êtes en face de quelqu'un, vous pouvez toujours essayer de partir, mais c'est pas si simple. Comment redensifier nos liens si on ne prend pas le risque intrinsèque et absolument incertain de rencontrer l'autre réellement? Ce n'est pas la virtualité en tant que telle qui pose tellement problème. C'est que je me montre tout en me regardant me montrer et en attendant quelque chose. Donc, vous voyez, je vous mets un parallèle avec ça. Quand on parle avec quelqu'un dans la rue, on oublie qu'on existe. On s'abandonne dans la relation, on s'abandonne au lien. Et sur les réseaux sociaux, souvent, je suis confrontée à ma propre image. Il y a une trace, parce que c'est une vidéo, parce que c'est filmé, parce qu'il y a une photo. Ça veut dire que je ne peux plus échapper à ça d'une certaine façon. Et donc, vous voyez, par exemple, quand en pleine période Covid, on s'est mis à faire beaucoup de télétravail, donc des Zooms et autres Teams, on s'est bien rendu compte que les gens regardaient leur propre image. Ils étaient confrontés à leur propre regard en permanence, ce qui est assez insoutenable. Il y a eu un pic de passage à l'acte chirurgical. Énormément de personnes se sont mis à pratiquer la chirurgie esthétique à l'issue de ça. Je me suis rendu compte que, à force de surinvestir, à force d'accorder une importance considérable à la représentation, je me suis rendu compte qu'on avait oublié de construire nos vies et qu'elles s'étaient appauvries et vidées. Faisons un instant une dystopie, plongeons dans le métavers.
Dans le métavers, on peut imaginer que nos relations sociales sont faciles. Donc, on peut imaginer qu'on a un casque de réalité virtuelle. On a peut-être des capteurs, ce qui nous donne vraiment le sentiment d'une sensation très proche de la réalité. Et puis, on n'a plus besoin de se lever le matin pour aller au travail. On n'a plus besoin de se lever ou d'aller rencontrer l'autre pour boire un café, pour discuter, etc. Tout est là à portée de main. Et qu'est-ce qui se passe quand j'enlève le casque? Qu'est-ce qui se passe quand je déconnecte? Qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de scroller pendant 2 heures, 3 heures? Eh bien, c'est le vide. Un silence anxiogène, angoissant, c'est le vide. Mais ce vide, comme tout vide, est très inquiétant, il est troublant. Ce vide nous fait peur. La réalité, c'est quoi? Bah tiens, je ne ressemble pas du tout à l'image que j'ai donnée sur les réseaux sociaux. Là, je suis sans filtre. Je n'ai pas cette vie merveilleuse que je vends tous les jours. Je ne suis pas cet intellectuel qui se fait mousser dans les médias. Je ne suis pas tout ça. Au fond, je ne suis rien. Un rien dont je ne suis pas fière. Un rien dont je pourrais avoir honte. Ma vie est vide. Mais je vais tout faire pour le cacher. Je vais tout faire pour me donner des contenances, des pauses, pour faire semblant, pour être autre. Car ce vide, j'en suis pas heureuse. Il y a une forme de paradoxe dans ce qui concerne les jeunes aujourd'hui parce qu'ils ne manquent pas d'engagement, ils ne manquent pas d'enjeux. Ils ont souvent, peut-être plus encore que ma génération, la fleur au fusil. Ils ont une conscience réelle des dangers, notamment en écologie de notre monde. Et donc, ils sont vraiment investis, mais en même temps, parfois, me semble-t-il, il peut manquer d'engagement sur la durée. J'ai parfois le sentiment que la jeune génération se décourage assez vite. Quand il y a une difficulté trop grande, quand il y a du travail trop grand à fournir. Mais vous voyez, encore une fois, cette représentation-là est le symptôme d'une certaine catégorie de la population. Parce que vous avez aussi des jeunes qui ont besoin qui ne réfléchissent pas et qui simplement le ventre vide, ont besoin de cumuler 3 jobs pour payer leurs études et pour pouvoir continuer à survivre. Alors il y a encore une fois, cette représentation d'une jeunesse qui se décourage vite, qu'à la moindre difficulté abandonne, qui a des grands idéaux mais qui ne se donne pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout parce que ça devient trop fastidieux ou trop pénible. Pourquoi il y a une forme de découragement ou d'essoufflement? Pas forcément parce qu'il y a un désintérêt quand ça devient difficile. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi simplement parce qu'ils sont pris dans une représentation du temps à l'époque hyper moderne et cybermoderne qui est celle de l'instantanéisme. On a beaucoup de mal de prendre du temps et de s'arrêter à quelque chose. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a comme ça cette culture du zapping qui est malheureusement enracinée et qui donne une mauvaise image des choses. Réapprendre le temps, un temps qui ne serait plus celui de l'instant mais de la durée, un temps long, le temps de l'intériorité, le temps qui n'est pas celui qui ne renvoie pas à de la rentabilité, un temps qui serait une réappropriation de la réflexion, de l'interrogation, du doute, et non pas forcément de l'efficacité. Je pense que ça serait une bonne manière de faire. Nos liens humains les plus simples, avec la boulangère, avec nos voisins, avec même nos amis, nos proches, se sont délités. On a peut-être beaucoup plus de difficultés à être ensemble. On a assisté à un changement du modèle de la famille. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus loin. Il y a de nouvelles distances qui s'inscrivent dans nos quotidiens. On est amené à vivre dans des rythmes effrénés. On a beaucoup de mal, finalement, à prendre du temps et simplement à parler avec l'autre. Ce désinvestissement du lien humain immédiat, concret, courant, explique aussi peut-être ce besoin de reconnaissance qui s'opère dans le monde de la virtualité. Si je dénonce le vide ambiant et les vies vides, c'est bien pour pouvoir réfléchir autrement. Il y a plusieurs manières de sortir du vide. Déjà, on peut en sortir sans le vouloir, en étant convoqué par la vie elle-même. Ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une maladie grave, ça peut être un changement violent et douloureux dans notre quotidien, la perte d'un emploi, des difficultés inhérentes à la vie qui font qu'on n'est plus là en train d'être tourné sur sa propre personne. Je pense qu'on pourrait cultiver une certaine manière de se comporter face à la vie. Pourquoi ne pas mettre en place une certaine discipline qui serait une discipline philosophique ? Une forme de gourmandise intellectuelle. Osons rêver et osons rêver grand. Pourquoi ne pas tous devenir philosophes ?
Alors vous allez me dire, pas tout le monde a fait philo en terminale, pas tout le monde s'intéresse à la philo, on n'a pas, c'est barbant. Eh bien non, ça peut être extrêmement simple. Savoir penser, réfléchir, mettre en doute, interroger. Comment dois-je agir? Comment dois-je me comporter? Ça commence par ça, être philosophe. Les connaissances, les auteurs, tout ça, ce sont que des outils. On peut en avoir beaucoup, peu importe. Ça commence par une manière d'être. Cultivons cette simplicité, cet art du dialogue, cet art du questionnement, cette humilité propre à la pensée philosophique. Allons lutter, faisons cette révolution et réinstaurons un fond, une densité, un sens à nos liens